La Chine a peut-être sérieusement sous-estimé les États-Unis lorsqu'elle a annoncé publiquement son objectif d'envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2030. À l'époque, Pékin pensait que la NASA, SpaceX et Blue Origin seraient encore empêtrés dans les retards du programme Artemis, pendant que la CNSA réussirait à poser ses propres astronautes à la surface lunaire. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Au lieu de ça, Elon Musk est arrivé avec un plan bien plus ambitieux, un plan qui ne vise pas seulement un retour humain dès 2028, mais qui pose discrètement les bases d'une présence durable au-delà de la Terre, quelque chose que la Chine pourrait mettre un demi-siècle à construire. Alors comment Musk a-t-il réussi à accomplir tout cela en seulement 2 ans? Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui de Le Quotidien de l'espace. La Chine a récemment beaucoup communiqué autour d'un test, d'un soi-disant système de rétropropulsion floue installé sur un véhicule baptisé CYZ-1, avec Pékin qui répète sans cesse vouloir faire atterrir des astronautes sur la Lune avant 2030. Beaucoup d'observateurs ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un véritable vaisseau lunaire, quelque chose dans l'esprit de l'Orion de la NASA, capable de transporter des équipages en orbite lunaire, de s'amarrer à l'atterrisseur Lanyu et de soutenir un alunissage réel à l'image de l'architecture Orion Starship HLS. Mais cette hypothèse s'est effondrée presque immédiatement. En réalité, le COBAZ-1 n'est pas du tout un vaisseau lunaire. Il s'agit d'un véhicule suborbital de tourisme spatial, largement inspiré du New Shepard de Blue Origin. Sa mission est très simple, dépasser la ligne de Kármán à 100 km d'altitude, offrir aux passagers quelques minutes d'apesanteur, puis revenir sur Terre. C'est aussi pour cette raison que le véhicule ne paraît ni particulièrement robuste, ni réellement éprouvé en vol. Honnêtement, il ressemble davantage à un objet en plastique qu'à un engin conçu pour l'exploration de l'espace lointain. Et même si ce véhicule était plus avancé, plus durable et plus puissant que l'Orion de la NASA, cela ne garantirait toujours pas à la CNSA de remporter la course vers la Lune, car tout récemment, le président Donald Trump a signé un décret exécutif que l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a décrit comme la politique spatiale la plus importante depuis l'ère Kennedy. Ce décret engage les États-Unis à accélérer leur programme lunaire, en particulier Artemis, avec un objectif clair, retourner sur la Lune, y établir une présence permanente et le faire avant que la Chine n'atteigne l'échéance de 2030, et les effets se sont fait sentir presque immédiatement. Ce décret a joué un rôle majeur dans la montée de la valorisation de SpaceX, désormais estimée autour de 800 milliards de dollars, car les investisseurs ont soudainement compris la direction prise par la politique spatiale américaine. Washington s'oriente désormais clairement vers le modèle commercial porté par Elon Musk, et c'est crucial car SpaceX contrôle Starbase, souvent décrite comme la ville de Starship, un site entièrement construit autour du lanceur le plus puissant jamais créé et de plus en plus perçu comme le véhicule qui ramènera les Américains sur la Lune. Autrement dit, lorsque le gouvernement américain s'engage réellement sur la Lune, SpaceX est l'entreprise la mieux placée pour tenir ses promesses. Et voici la vraie question. Si ce décret exécutif engage les États-Unis à remettre des humains sur la Lune d'ici 2028, Elon Musk est-il réellement prêt pour une mission aussi audacieuse, avec à peine 2 ans pour s'y préparer? Pour y répondre, décortiquons la situation. Nous sommes sans doute à l'un des meilleurs moments de l'histoire de SpaceX. L'entreprise bénéficie désormais non seulement du soutien total du gouvernement américain, mais aussi d'un alignement fort avec la NASA elle-même. Cela signifie qu'il ne s'agit plus que d'une question de temps avant que des milliards de dollars de financement affluent pour achever les variantes critiques de Starship, le dépôt, les tankers et le HLS. À cela s'ajoute une nouvelle vague d'investissements avec des investisseurs prêts à entrer au capital. L'argent n'est donc pas le problème, le soutien politique n'est pas le problème, les partenariats industriels non plus. La seule chose dont SpaceX manque réellement, c'est le temps pour exécuter un plan qui avait été conçu à l'origine sur un calendrier bien plus souple. Selon un document interne de SpaceX qui a fuité le mois dernier, la feuille de route actuelle de l'entreprise révèle quelque chose de frappant. En juin 2026, SpaceX prévoit de réaliser son premier test de transfert d'ergol en orbite entre 2 Starships. En juin 2027, un alunissage sans équipage
Et en septembre 2028, des astronautes à la surface de la Lune, il est tout à fait possible que cette feuille de route ait été transmise à la NASA, ce qui aurait ensuite déclenché une intervention directe du gouvernement poussant Artemis 3, la première mission HLS de Starship, à septembre 2028. Et cela a des implications majeures. Entre le premier vol de Starship au premier trimestre 2026 et le mois de juin de la même année, SpaceX devrait enchaîner une série de jalons absolument extraordinaires, atteindre l'orbite de manière fiable, capturer à la fois Super Heavy et Starship avec la tour de lancement et valider les systèmes clés, le tout dans un laps de temps extrêmement serré. De manière réaliste, cela laisse peut-être la place à 3 vols ou 4 au mieux si la cadence de lancement augmente de façon agressive. Et si quelque chose tourne mal, par exemple lors du Flight 12, l'objectif du ravitaillement orbital en juin 2026 devient soudainement extrêmement ambitieux. Malgré tout, on parle ici de SpaceX. C'est la même entreprise qui a frôlé la faillite après 3 échecs consécutifs de Falcon 1 avant de concevoir Falcon 9, une fusée qui vole aujourd'hui de façon régulière et fiable. Alors oui, le calendrier est dit brutal, mais l'histoire montre une chose très claire. Avec SpaceX, l'impossible a souvent tendance à devenir réalité. Et pour être honnête, ce n'est pas qu'une simple spéculation. SpaceX croit réellement pouvoir enchaîner toute une série de missions lunaires extrêmement exigeantes en seulement 2 ans, en transformant des problèmes complexes en solutions simples et répétables. Cette confiance est d'ailleurs visible directement sur le site officiel de SpaceX. Après les critiques d'anciens responsables de la NASA, comme Jim Bridenstine, qui estimait que l'architecture d'Artemis 3 proposée par SpaceX était trop complexe, l'entreprise a répondu ainsi: en réponse aux récentes demandes, nous avons partagé et évaluons formellement une architecture de mission et un concept d'opération simplifié qui, selon nous, permettront un retour plus rapide sur la Lune tout en améliorant simultanément la sécurité de l'équipage. Exactement. L'architecture lunaire a réellement été simplifiée au point de permettre un retour des astronautes sur la Lune dans un délai aussi court. Mais alors, que signifie réellement cette simplification dans ce contexte ? La plupart des experts pensent que SpaceX fait ici référence à une version consommable de Starship, un véhicule conçu pour n'être utilisé qu'une seule fois. Prenez un instant pour y réfléchir. SpaceX, une entreprise obsédée par la réutilisabilité depuis plus de 10 ans, semble désormais prête à sacrifier des Starships simplement pour tenir ce calendrier. À lui seul, ce choix montre à quel point la course actuelle est devenue sérieuse. Une version consommable permettrait de supprimer le bouclier thermique, les volets avant et arrière, en clair, tout ce qui est nécessaire pour une rentrée atmosphérique. Le véhicule n'aurait qu'une mission, placer des Starships ravitaillés en orbite et livrer un maximum d'ergols au dépôt orbital de Starship. Le résultat, c'est un véhicule beaucoup plus léger, jusqu'à 20% de masse en moins, avec une masse à vide d'environ 80 tonnes. Cela signifie une construction plus rapide et la capacité d'emporter jusqu'à 250 tonnes de propergol en orbite basse, bien davantage que les versions réutilisables. Le Starship HLS n'a besoin que d'environ 1000 à 1200 tonnes de carburant pour atteindre l'orbite lunaire, s'amarrer à Orion, transférer l'équipage, descendre verticalement vers la surface lunaire, accomplir la mission, puis disposer encore de suffisamment d'ergols pour remonter en orbite lunaire, effectuer un nouveau rendez-vous et ramener les astronautes. Ce qui signifie que, même pour une mission aussi ambitieuse, SpaceX n'aurait besoin que de 4 à 5 Starships consommables pour le ravitaillement orbital. C'est un scénario bien plus simple que les estimations précédentes de nombreux experts qui évoquaient entre 10 et 16 lancements de ravitailleurs. Et comme vous le savez, plus on ajoute de lancements, plus le risque n'augmente pas de manière linéaire, il se multiplie. C'est précisément pour cette raison que le test de ravitaillement orbital prévu pour juin 2026 est absolument crucial. C'est le moment où les données réelles remplacent enfin les calculs théoriques. Que se passe-t-il si le premier test montre que le processus prend 2 fois plus de temps que prévu ou qu'il faut 2 fois plus de lancements de ravitailleurs? Ce sont exactement le genre de questions qui empêchent les ingénieurs de la NASA et de SpaceX de dormir la nuit. Mais SpaceX n'est pas le seul acteur à adopter une stratégie audacieuse et agressive.
dans la course au retour sur la Lune. Le PDG de Blue Origin, Dave Limp, a récemment envoyé des signaux très encourageants quant à la volonté de son entreprise d'aider la NASA à accélérer le calendrier d'Artemis, non seulement pour rester devant la Chine, mais aussi potentiellement pour défier directement SpaceX, voire les remplacer pour Artemis 3 si une opportunité se présente. Interrogé sur l'accélération des alunissages habités, Limp a souligné que Blue Origin pourrait totalement se passer du ravitaillement orbital pour les premières missions, un défi technique majeur que Starship de SpaceX n'a pas encore pleinement démontré. Cela est rendu possible par l'accent mis sur Blue Moon Mark 1, un atterrisseur beaucoup plus petit de type Apollo. Grâce à sa conception compacte, il ne nécessite qu'un seul lancement et évite entièrement la complexité du ravitaillement par ravitailleur.